Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du QG News, voici les titres de l'actualité. Visite officielle d'une délégation de l'Union européenne au Maroc, une visite de 2 jours en vue de renforcer la coopération avec le pays. La gestion du retour des migrants illégaux était également au cœur des discussions. Au Nigeria, la communauté Jama et Boubou obtient gain de cause dans l'affaire de la marée noire survenue en 1970. La Cour suprême du pays a validé la condamnation de la compagnie pétrolière Shell à verser 467 millions de dollars, un jugement qui avait été prononcé en 2010 par la Haute Cour de justice de l'État de Rivers. Et enfin, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, l'UNITAID annonce un nouveau traitement anti-VIH en faveur des enfants séropositifs. Parmi les premiers pays bénéficiaires de ce traitement figurent notamment le Bénin, le Kenya ou encore le Malawi. Les détails à suivre dans ce journal. Au Maroc, une délégation de l'Union européenne était en visite à Rabat pour une durée de 2 jours. Au cœur des discussions, le renforcement de la coopération avec le Maroc et la gestion du retour des migrants illégaux. Selon la commissaire européenne aux affaires intérieures, Ylva Johansson, il était également question, je cite, de négocier les réadmissions et la facilitation des visas à Meneji. La commissaire de l'Union européenne aux affaires intérieures, Ylva Johansson, prévoit de convaincre les officiels marocains d'autoriser le probable rapatriement de migrants arrivés sur les côtes des îles Canaries. La délégation de l'institution pilote la réforme du pacte migratoire européen. Je pense que ces négociations vont être quelque chose de bénéfique pour les deux pays. On sait que le Maroc reproche souvent à l'Union européenne de lui laisser la charge de la responsabilité du retour des migrants, de l'accueil des migrants dans les centres et de tout le financement relatif au retour des migrants. Mais je pense qu'avec ces accords et avec ces négociations, peut-être que l'Union européenne va décider de prendre mieux en compte la question migratoire et peut-être de prendre en charge une partie du financement du retour. Néanmoins, le véritable obstacle qui pourrait se poser est la suspension depuis 2 décennies du dialogue sur le rapatriement des migrants entre Rabat et Bruxelles. En 2000, les pays de l'Union européenne ont mandaté la Commission européenne pour négocier avec le Royaume la conclusion d'un accord sur ce sujet. On sait que les migrants, une fois au retour au Maroc, n'ont pas de possibilité d'accueil et souvent errent dans les villes marocaines sans possibilité d'accueil ni de retour dans leur pays d'origine. Donc les problématiques sont nombreuses, mais je pense que la négociation entre l'Union européenne et le Maroc va permettre de partager les responsabilités afin que toutes les deux parties puissent trouver des solutions à la question migratoire. Entre 2003 et 2010, 15 phases de négociation ont eu lieu sans succès. Mais en 2015, les deux parties ont repris le fil du dialogue pour une courte durée. Dans l'actualité également, le coup d'envoi pour la campagne électorale en vue des élections communales et régionales a été lancé ce mercredi 2 décembre au Niger. Un double scrutin qui se tiendra le 13 décembre selon la Commission électorale nationale indépendante. L'instance précise également que la campagne se déroulera jusqu'au 11 décembre. Au total, plus de 2000 conseillers municipaux et régionaux seront élus. À noter que cette échéance électorale intervient 2 semaines avant le premier tour de la présidentielle et l'élection législative, un double scrutin prévu pour le 27 décembre prochain. À l'approche des élections régionales prévues pour le 6 décembre prochain au Cameroun, les candidats s'activent pour convaincre les membres du collège électoral. C'est le cas du chef traditionnel Firmin Etundi Atanga, candidat pour le département du Mfundi situé dans la région du centre. Parmi ses priorités, le candidat entend assurer davantage le développement socio-économique de la région ou encore améliorer le quotidien des populations. Reportage de notre correspondante Nelly Claude Bessa. Le chef traditionnel, Firmin Etundi Atanga, conduit l'une des 2 listes en compétition dans le département du Fundi. Avec son homologue Vincent Bevolo Atangana, il a rencontré les chefs traditionnels du quartier Essos dans l'arrondissement de Yaoundé 5. Ces représentants du commandement traditionnel sont allés présenter à leur père leur programme politique à l'effet de gagner leur sympathie électorale. Pour ce scrutin indirect, il a opté comme stratégie de campagne pour des causeries électorales avec ses homologues.
Je suis venu à Yaoundé 5 pour faire une causerie électorale, une causerie d'échange avec les chefs traditionnels de Yaoundé 5e. Aujourd'hui, sur 16 électeurs, tous ont été présents. Nous voulons donc être la voix des sans-voix pour les chefs traditionnels, de porter les aspirations, les projets à un niveau élevé au niveau de l'État afin que leur réalisation revienne de manière équitable à la base. Parce que nous avons mis pour arme la clé de répartition. Durant cette causerie électorale, le candidat Firmin Etoundi a expliqué la vision et le rôle d'un chef traditionnel dans le processus de décentralisation. Il envisage pour ce scrutin entretenir une solidarité agissante pour tous afin de contribuer au développement socio-économique de la région pour améliorer le quotidien des populations. Le candidat, qui a présenté le chef traditionnel comme un acteur principal du développement local, ambitionne d'être la voix des sans-voix, comme l'indique son slogan. Et nous n'allons pas là-bas apprendre. Nous savons déjà ce que nous allons faire parce que nous avons déjà servi comme conseiller municipal pendant plus d'une vingtaine d'années. Donc ce n'est pas l'aventure pour notre liste. Nous croyons être à la hauteur. Et nous sommes aussi convaincus que les populations ont plus à espérer de nous que de l'autre équipe. Pour les élections des premiers conseillers régionaux de l'histoire du Cameroun, les représentants du commandement traditionnel vont briguer 200 sièges à eux attribués dans les 10 conseils régionaux à raison de 20 places par région. L'actualité, c'est également la fabrication locale des trains qui se précise en Égypte. Le ministère de la Planification et du Développement économique a en effet annoncé la construction de la première usine de fabrication de trains. L'usine sera construite dans la ville de Port Saïd, située au nord-est du pays. Ils seront plusieurs à participer à ce projet, le Fonds souverain d'Égypte notamment, l'Autorité générale de la zone économique du canal de Suez ou encore l'entreprise Orascom Construction. À noter que la première phase du projet devrait être opérationnelle d'ici le dernier trimestre de l'année 2021. La Banque africaine de développement entend dynamiser davantage l'Afrique de l'Ouest. C'est dans ce contexte qu'elle a lancé le 26 novembre dernier une stratégie d'intégration régionale prévue pour la période 2020-2025. À cet effet, plusieurs projets seront mis en œuvre, dont 30 dans le secteur des transports et 25 dans le domaine de l'énergie. Les précisions de Philomentine. Un investissement d'une valeur d'environ 4,94 milliards de dollars est attendu d'ici 2025 dans la zone communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Cet engagement de la Banque africaine de développement porte essentiellement sur la mise en œuvre de 35 projets concernant notamment les infrastructures de transport et technologiques, mais également l'énergie en renforçant la résilience climatique. Ce projet n'est pas déjà une première dans notre zone ouest africaine. C'est une avancée réelle dans le cadre également de la mobilité et du trafic urbain. Donc un tel investissement va permettre de renforcer évidemment la coopération de les différents États de l'espace CEDEAO. Un tel programme également va permettre alors d'avoir un impact réel sur la croissance économique de notre Union. La BAD envisage de soutenir les projets intégrateurs de la CEDEAO entre 2020 et 2025. Selon l'institution, le secteur du transport avec 30 projets et celui de l'énergie avec 25 projets totalise plus de la moitié des investissements dans l'espace CEDEAO. Ainsi, un montant de 923,2 millions de dollars est requis pour leur développement. De tels investissements contrarient aujourd'hui avec les enjeux économiques actuels. Les NTIC aujourd'hui, ce sont les enjeux réels dans le cas de la gouvernance actuelle des États africains. Parce que les 8 mois que nous avons connus en 2020 avec la pandémie à Covid-19 ont démontré aujourd'hui que le télétravail s'est fortement invité dans le quotidien des Africains. C'est donc important pour la Banque africaine de pouvoir renforcer les capacités structurelles et techniques des États en investissant énormément dans la fibre optique pour pouvoir mieux améliorer la connexion Internet dans nos différentes zones en tant que telles. Selon les observateurs, l'intégration de la CEDEAO progresse très lentement. À noter que ce groupe de 15 pays compte 8 monnaies. Toutefois, l'adoption de l'ECO comme monnaie régionale par les chefs d'État de la CEDEAO témoigne de leur volonté d'accélérer l'intégration régionale et la transformation structurelle des économies ouest-africaines.
La sentence est définitive pour la compagnie pétrolière Shell. La Cour suprême du Nigeria a rejeté le 27 novembre dernier la requête de la société demandant l'annulation de sa condamnation à verser 467 millions de dollars de dommages et intérêts en faveur de la communauté Ejama et Boubou. La communauté avait été impactée par une marée noire en 1970. Victoria Sedji. Au Nigeria, la Cour de justice a confirmé vendredi dernier la condamnation de la filiale locale de la compagnie pétrolière anglo-néerlandaise Shell à verser 467 millions de dollars de dommages à la communauté Ejama et Boubou à Ogoni. Shell est accusée d'avoir causé une marée noire dans l'état de Rivers en 1970. Sa demande d'une révision d'indemnité a finalement été rejetée. C'est une grande victoire de la société civile. Ces multinationaux qui viennent dans nos pays, qui exploitent nos ressources naturelles et qui ne prennent pas les précautions qu'il faut. Et c'est une victoire aussi de ces communautés-là qui aujourd'hui ont un gain de cause. Aujourd'hui qu'on évalue les dégâts à 467 millions de dollars. Bon, peut-être 467 millions de dollars pour compenser les populations, mais quel est le degré de perte de la biodiversité? Ça, on peut pas le rembourser. Entre 1970 et 2000, plus de 7000 marées noires ont été officiellement recensées au Nigeria, ainsi que 2000 grands sites de pollution, s'insurgent les organisations de défense de l'environnement. 98% des cas impliquant Shell sont dus à des actes de vandalisme, de vol ou de sabotage, se défend la compagnie. L'infirme partie n'étant causée que par une détérioration de ses infrastructures, assure-t-elle. Shell n'en assume pas la responsabilité. Elle soutient avoir assaini les sites affectés dans le cadre de cette affaire. Il est regrettable que la procédure judiciaire dans cette affaire ait été axée pendant si longtemps sur des questions de procédure et non sur le fond de l'affaire. Toute tentative pour faire valoir le paiement ne devrait pas être autorisée en raison des autres procédures similaires en cours. Nous avons toujours maintenu que nous sommes prêts à défendre cette affaire sur la base des faits disponibles. À ce jour, plus d'1 millier de procès ont pourtant été intentés contre la filiale de la société mère, la Royal Dutch Shell plc, elle-même impliquée dans la controverse mondiale sur le réchauffement planétaire. En juin 2020, des organisations non gouvernementales ont rapporté qu'elle n'a nettoyé que 11% des sites contaminés dans le delta du Niger, une région immensément riche en pétrole. Les enfants séropositifs vont pouvoir bénéficier d'un nouveau traitement abordable anti-VIH. L'annonce a été faite par l'UNITED ce mardi 1er décembre à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida. La priorité sera donnée aux pays en voie de développement. En Afrique notamment, les premiers bénéficiaires de ce traitement seront le Bénin, le Malawi ou encore le Kenya. Les précisions de Lorita Simbou. Un accord conclu entre l'ONU-SIDA, la Clinton Health Access Initiative et les fabricants de génériques Viatri et Mike Lewards va permettre aux enfants séropositifs du Bénin, du Kenya, du Malawi, du Nigeria, de l'Ouganda et du Zimbabwe de disposer d'un traitement plus adapté et surtout 4 fois moins cher. C'est l'annonce faite par Hervé Verroussel, porte-parole d'United, une organisation internationale d'achat de médicaments. Sur la base de nouvelles données probantes sur les avantages et les risques, l'OMS recommande d'utiliser de préférence le dolutegravir comme traitement contre le VIH de première et de deuxième intention pour toutes les populations et aussi les enfants de tout âge. Le dolutegravir est un médicament plus efficace, plus facile à prendre et qui engendre moins d'effets secondaires que les autres médicaments actuellement utilisés. Le dolutegravir, considéré comme l'un des principaux médicaments contre le VIH, va passer de $480 à $120 par an. Il est désormais disponible à la saveur fraise et sous forme de comprimés solubles, plus facilement acceptés par les enfants. Cette nouvelle solution va beaucoup réduire le nombre de morts des enfants séropositifs en Afrique. Parce qu'actuellement, les résistances venant des médicaments comme les férivarins et la névirapine ont entraîné des décès des enfants atteints du VIH. Alors, la venue de ce nouveau médicament est très intéressante. Selon l'United, ces pays africains devraient être les premiers à recevoir ce nouveau produit au cours du premier semestre 2021. Rappelons que selon les données de l'Organisation mondiale de la santé, environ 1,7 million d'enfants dans le monde sont séropositifs, mais seulement la moitié d'entre eux bénéficient d'un traitement. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.